Merci de m'avoir invité. Merci au cardinal pour sa présence et bientôt sa parole. Alors, je ferai 5 parties. 1, les mots. 2, le passé lointain. 3, le passé récent. 4, le présent. Et 5, le futur. 1, les mots. En français, on parle de Proche-Orient ou surtout de Levant. En anglais, on parle de Moyen-Orient ou de Middle East parce que, vu de Washington, Jérusalem ou Istanbul est à mi-chemin entre les États-Unis et le Japon, alors que nous, ou la Chine, alors que nous sommes beaucoup plus proches, c'est 3 heures d'avion pour aller au Proche-Orient. C'est un point important parce que nous sommes probablement plus sensibles à quelque chose qui est plus proche et les Américains, ils sont un peu moins sensibles. Pour Barack Obama et John Kerry, avec qui je suis indirectement en contact, les 3 points les plus chauds de la planète, c'est ex aequo l'Afrique sahélienne, où la France est en train d'être dans une situation épouvantablement difficile, le Proche-Orient et puis la mer dite de Chine, qui est peut-être le grand conflit de demain. Donc nous sommes quand même relativement proches de ce Proche-Orient, que moi je préfère appeler le croissant fertile, expression créée voici 100 ans par l'archéologue américain Bruce Stead, qui insiste sur le fait que c'est la région des plus vieilles cultures, du blé, de la vigne, de la culture par irrigation. C'est aussi la région des plus vieilles villes, des plus vieilles lois et des plus vieilles écritures, des plus vieux calculs. C'est une région qui est vieille, qui a trop d'histoire, trop de batailles. Sarkozy avait dit à Dakar, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, on lui en a voulu, moi je dirais tant mieux. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, le drame de cette région c'est que c'est trop d'histoire, trop de culture. Pensez que les terres en Irak sont parfois comblées par le sel, épuisées par 10 millénaires de culture, et c'est pareil dans certaines régions de Syrie. Mais c'est aussi évidemment la région des plus vieilles religions, agriculture, culture, culte, et notamment des premiers monothéismes, ça c'est indiscutable. Voilà pour les mots. 2, le passé lointain. Alors, je ne remonterai pas trop loin, même si l'histoire commence à Sumer. Je pense que pour ce qui nous intéresse là, il y a incontestablement un relent de conflit entre ce qu'on appelle l'Occident et le Proche-Orient, qui commence avec les lieutenants d'Alexandre, qui occupent tout le Proche-Orient jusqu'en Égypte, qui vont donner lieu à la fameuse guerre des Maccabées, qui se battent parce qu'ils ne veulent pas adorer Zeus, etc., et parce qu'ils ne veulent pas renoncer à la circoncision. C'est la première fois que le contact entre cette culture grecque et cette culture sémitique, la culture des Juifs qui parlent araméen et dont la langue sacrée est l'hébreu, c'est la première fois qu'un contact est aussi conflictuel, et on le reverra constamment par la suite, puisque finalement, ce que tous ces terroristes islamistes reprochent aux Occidentaux, comme ils disent, c'est cette culture occidentale, c'est cette éducation occidentale. Boko Haram, l'éducation occidentale est un péché. Et je vous dirai tout à l'heure que si j'avais 18 ans au nord du Nigeria, je serais peut-être à Boko Haram, nous y reviendrons. Alors, en ce qui concerne ce passé lointain, il y a incontestablement le contact avec les Grecs. Il y a bien sûr les croisades. Mais les croisades, le début, en fait, c'est l'arrivée du 6e calife fatimide d'Égypte au pouvoir. Il a le califat, la succession du prophète, Al-Hakim. Et 996-1021, il est très cruel, il va commettre beaucoup de meurtres. Et
par la suite, ça va être l'une des occasions, l'une des causes, l'une des explications de la première croisade en 1094. Quand on parle de délivrer le tombeau du Christ, on n'en parlait pas 100 ans plus tôt. Mais il est vrai qu'avec ce Al-Hakim et ses successeurs, ce qu'on appelle les Nazarites, avec également par la suite l'époque des fameux Achachines, les assassins, on a un climat de violence qui va justifier les croisades dont on ne se remettra jamais totalement. D'une part les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, avec le pillage de Constantinople en 1204, et surtout avec le conflit entre ce qu'on appelait au Proche-Orient les Roumis, les Romains, c'est-à-dire en clair les croisés, par rapport aux Arabes musulmans, alors même qu'en réalité les Perses venaient aussi de mettre à sac Jérusalem quelques années plus tôt. Je crois que les croisades, c'est encore très présent. Si vous regardez les slogans des terroristes à l'heure actuelle, ils appellent les Occidentaux les croisés, alors même que beaucoup d'Occidentaux ne sont plus chrétiens du tout, ou le sont très peu. Alors, troisième point, le passé récent. Alors, récent, pour moi, ça fait 100 ans ou un peu plus. Bon, la première date énorme, c'est le 1er juillet 1916, la bataille de la Somme, quand le premier jour, 20 000 soldats anglais et français sont tués. C'est pas un record, puisque le 23 août 14, il y a eu 30 000 Français et Belges et 30 000 Allemands tués, total 60 000. Mais là, il y a eu 20 000 morts. C'était les premiers blocos allemands, et les défenses allemandes ont tenu bon, ce qui fait que les mitrailleuses allemandes ont fait des dégâts dans les rangs français et anglais. À ce moment-là, un chimiste anglais de Manchester, originaire de Russie et juif, Heinz Weizmann, qui sera le premier président d'Israël, propose à l'état-major anglais un procédé à base d'acétone pour augmenter la puissance perforante des obus anglais. Les Anglais, mais il dit, moi je veux un foyer national juif. Les Anglais ne disent pas d'accord. Il revient à la charge et il dit, mes amis juifs des États-Unis vont faire un lobbying pour que les États-Unis entrent en guerre. Et là, petit miracle, si j'ose dire, les Allemands coulent le Lusitania, plus de 1000 morts, mais du coup, ça a facilité l'entrée en guerre des États-Unis, et Lord Balfour dit, banco, d'accord, foyer national juif, ça ne veut rien dire en droit international, et dans le même temps, on promet un royaume arabe aux Arabes pour battre l'Empire ottoman. Ce jour-là, c'était fini. On était parti pour 100 ans de guerre, une seule terre promise à deux peuples, c'est la Somme. Et puis alors, le deuxième phénomène terrible, ce sont les traités. Le traité de Versailles, l'une des causes de la venue d'Hitler au pouvoir, le traité de Saint-Germain, le démembrement de l'Empire austro-hongrois, vous savez, avec mon ami Lorenz de Habsbourg, le descendant de l'empereur François-Joseph, on fait 10 fois l'attentat de Sarajevo, on est tous d'accord. Avoir supprimé le Deuxième Reich en Allemagne a été une erreur monumentale. Mieux valait le Deuxième Reich que le Troisième. Avoir supprimé l'Empire austro-hongrois a été une erreur terrible. Et ça nous a valu je ne sais combien de guerres à Sarajevo jusqu'à récemment. Mais le pire était à venir. 1920, ce traité de Sèvres. Quelle horreur! Sur des cartes qui étaient fausses en plus. Qu'il a fallu modifier en 1923 avec le traité de Lausanne. On a dépecé cet empire ottoman qui avait le califat. Mustafa Kemal a supprimé le califat. L'année suivante, il y avait la création des frères musulmans. Quelle erreur on a commise. Pourquoi vouloir la mort des empires? Et pourquoi? Des mandats de l'ONU dont vous savez ce qu'ils ont été, la France en Syrie et au Liban, immédiatement la guerre. Et qu'est-ce qu'ont fait les Français pour diviser les Syriens? Ils l'ont divisé en 4, dont une partie pour les Alaouites, c'est-à-dire ensuite pour la famille Al-Assad. C'est les Français qui ont facilité la venue au pouvoir d'Al-Assad. Quant aux Anglais, vous savez les problèmes qu'ils ont eus avec leur Transjordanie, leur Cisjordanie, avec leur Irak. On a massacré des chrétiens énormément en 1923. Quant à l'Arabie qu'ils ont créée avec cet Ibn Saoud ou wahhabite, avec un islam rétrograde, on ne pouvait pas trouver pire.
Il n'y a jamais eu pire. Donc vous voyez qu'en réalité, ce sont les malheurs de l'Europe qui ont créé une situation extrêmement conflictuelle dont on n'arrive pas à sortir, car en réalité, ce qui se dessine actuellement au Proche-Orient, c'est un redécoupage du Proche-Orient. On est en train d'essayer quelque chose d'autre, mais quoi, on ne sait pas. Ce Liban-Syrie, ça ne va plus. Cet Irak, ça ne va pas. Et en définitive, qu'est-ce qui fonctionne à peu près? Peut-être la Jordanie. Pour une raison. C'est que le roi de Jordanie passe pour descendant du prophète. Descendant, calife en arabe. Comme le roi du Maroc. Comme le roi du Maroc, descendant du prophète. Qu'est-ce qui crée un institut arabe pour former 400 imams à un islam tolérant? Le roi du Maroc. En partie en liaison avec moi via l'ambassadeur du Maroc en France. Parce qu'il est successeur du prophète. Il peut se permettre ça. Il a la légitimité, comme le roi de Jordanie. Les autres, là, ceux qui passent, ils n'ont aucune légitimité. Le parti Baas était laïque, qu'il y ait un Al-Assad, un Saddam Hussein, peu importe. Aux yeux des musulmans, ils n'ont aucune légitimité. Donc, en Jordanie, ça va à peu près. Le reste, ça va moyennement. Et j'en arrive au cas le présent. À mon sens, parmi les problèmes qu'il y a, c'est une extraordinaire division des croyants. Alors, les musulmans, déjà, il y a sunnites, il y a chiites, il y a les chiites septimaniens, les duodécimains, les pentomaniens, il ne faut pas oublier les druzes, il ne faut pas oublier aussi ceux qui ont essayé de marier un peu toutes les croyances comme les Bayas. Mes amis les Yazidis, je suis un des seuls Français à avoir assisté à des cultes yazidis dans le nord de l'Irak, ça fait beaucoup. Mais du côté des chrétiens, hélas, vous connaissez le nombre d'églises, officiellement 14 ou 15, en fait davantage parce qu'il y a des toutes petites églises protestantes. Vous connaissez le problème uniate, pas uniate, vous connaissez les problèmes des conciles de Nicée, d'Éphèse, de Chalcédoine, les querelles christologiques sur homoousios, homoiousios. Le Christ a-t-il une nature semblable ou identique au Père? Ceux qui ne comprennent pas le grec, et une bonne partie des pères évêques conciliaires ne comprenaient pas le grec, ne peuvent rien comprendre. Rien. Quand vous êtes d'une langue sémitique qui ne note que des consonnes, comment pouvez-vous comprendre homoousios et homoiousios, un mot qui a plus de voyelles que de consonnes? Je fais du grec et du latin tous les jours, je vous garantis que pour avoir fait de l'hébreu, c'est intraduisible tout ça. Alors, ça fait des querelles. Voyez-vous, si vous prenez simplement les églises de Jérusalem, vous savez qu'il y en a 13 ou 14 à Jérusalem, vous savez que pour le Saint-Sépulcre, il y en a 6, qu'il a fallu confier la clé à une famille musulmane, que pour Bethléem, il y en a 3 ou 4, que ça a été l'une des causes de la guerre de Crimée, et qu'aujourd'hui, les orthodoxes du Saint-Sépulcre ont des prêtres costauds avec un profil rugbyman, parce qu'il y a des bagarres. Alors, Mossoul, parlons de Mossoul. Mossoul, une très belle ville, ou fut une très belle ville. Il y a quand même 12 ou 13 églises différentes à Mossoul. Alors, je faisais des conférences à Lyon dans un lycée. Il y a une élève kurde qui me dit « Mais pourquoi on n'attaque pas tout de suite Mossoul ?» Je lui dis « Mademoiselle, on peut attaquer Mossoul et prendre Mossoul en 24 heures. Avec les Américains, c'est pas un problème. On bombarde, il y a combien? 50 000 morts? 100 000 morts? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même erreur que les Allemands à Stalingrad. Ils ont voulu prendre Stalingrad alors que von Paulus avait dit que ce n'était pas utile. Ils ont eu 100 000 morts. Et ils ont perdu la guerre. On fait la même erreur que les Anglo-Américains à Caen. Ils ont débarqué le 6 juin. On leur avait dit ce soir vous êtes à Caen. Ils ont mis 1 mois et demi pour être à Caen. Il y a eu 10 ou 15 000 morts et les 3/4 de la ville détruite. Il faut être un peu plus subtil que ça et lire absolument dans Le Monde, jeudi 21 janvier 2016, l'article exceptionnel du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. La vertu de la force ne pourra pas seule régler
ce conflit. Et Villiers dit qu'il faut bien sûr gagner cette guerre, mais que ça prendra du temps et qu'il faut s'attaquer aux sources de la violence avant de s'attaquer seulement à la violence, parce que ça continuera plus tard. Donc c'est clair, incontestablement pour le présent, il serait souhaitable qu'il y ait, je dirais, une plus grande unité chez les chrétiens du Proche-Orient. Les débats théologiques montrent que les fossés sont extrêmement réduits. Il y a eu beaucoup de dialogues théologiques très fructueux, mais il est clair qu'on a du mal à comprendre pourquoi 13 ou 14 églises rivales, la tunique sans couture du Christ paraît avoir beaucoup de rapiessage. Ça, c'est pour le présent. Et comme je ne veux pas être trop long, je vais arriver à mon futur. Alors, d'abord, combien y aura-t-il dans 10 ans ou dans 20 ans de chrétiens au Proche-Orient? Faut-il parler de chrétiens du Proche-Orient ou faut-il parler de chrétiens au Proche-Orient? C'est pas pareil. À l'heure actuelle, disons 15 millions, dont 8 millions au moins, c'est-à-dire la nette majorité, sont en Égypte, les Coptes. Alors les Coptes ont des problèmes, mais enfin, je pense que la grande majorité des Coptes vont rester. Ils vont rester, il y en a qui vont aux États-Unis, il y en a qui vont en Australie, au Canada, un tout petit peu en France, mais ils vont rester. Ils ont un taux de croissance démographique très correct, mais inférieur à celui de l'islam. Vous savez ce que disait Sœur Emmanuel concernant les mères qui au Caire ont 8, 10 ou 12 enfants et sont enceintes à 14 ans. Bon, mais disons que les Coptes, c'est une situation démographique qui est jouable encore et c'est de très loin la première communauté du Proche-Orient, à 95% orthodoxe, à 5% romaine. Alors après, à mon avis, on ne peut pas donner de chiffres, parce que ça a tellement évolué que, moi je dirais en Irak, les chiffres d'il y a 20 ans ou 30 ans, les chiffres d'il y a 30 ans sont à diviser par 3. Le pape Jean-Paul II avait très bien compris ça et s'était opposé aux 2 guerres du Golfe. Mettez là où il y avait 1 200 000 chrétiens divisé par 3. En Syrie divisé par 2, mais qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il y a des Syriens qui sont au Liban réfugiés, alors est-ce qu'ils sont réfugiés définitifs ou pas? On ne sait pas ce que ça veut dire. Au Liban, il faut être prudent. Vous savez, le problème, c'est que souvent la religion est sur la carte d'identité. Un contrôle, ça peut vous valoir de sérieux ennuis. Donc ils n'aiment pas trop qu'on dise combien ils sont. Il est certain qu'au sortir de la guerre, au Liban, on devait être 50 chrétiens bien divisés en plusieurs églises et 50 musulmans bien divisés. Aussi, aujourd'hui, on doit être en gros à 1/3 de chrétiens au maximum, mais la seule certitude, c'est que les chrétiens de la diaspora libanaise sont plus nombreux que les chrétiens au Liban. Nettement plus. Vous savez, c'est des Phéniciens. Ils étaient déjà en Afrique au temps de Hannibal. Et ils y sont toujours d'ailleurs. J'aime mieux vous dire que les côtes atlantiques sont pleines de marchands libanais et ils prospèrent bien. Alors qu'ils soient dans un pays ou dans un autre, pour certains d'entre eux, ce n'est pas la question principale. Enfin, il est souhaitable, évidemment, qu'ils restent le plus nombreux possible. Les autres pays, on ne sait pas quoi dire. Alors, Israël-Palestine, c'est un sujet tellement sensible qu'il faut prendre des pincettes pour le traiter. Mais il est évident que ce soit dans les territoires ou que ce soit dans Israël, frontière 67, mai 67, les chrétiens ne sont pas plus de 2%, et encore en comptant large. Bon, moi, si j'avais 18 ans à Bethléem, je dirais je vais aller en France, ou je vais aller aux États-Unis, plutôt aux États-Unis d'ailleurs. On ne peut pas leur en vouloir. Donc c'est un peu comme ça, et je pense qu'à Nazareth, je dirais à peu près pareil. Il faut se mettre à leur place. Les deux solutions, c'est rester, 2 partir. Est-ce que c'est la valise ou le cercueil, comme on disait en 62 pour les réfugiés d'Algérie? Est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on peut partir? Ouais, je ne voudrais pas avoir l'air d'être trop pessimiste. Si certains souhaitent rester, qu'ils restent, et il faut les aider au maximum à rester. Bon.
il faut aussi savoir quelles sont nos limites. On ne va pas bombarder tout le monde, sinon on fera tellement de morts que l'opinion se retournera contre nous. Et si vous envoyez les petits soldats français au sol par milliers, l'opinion française va basculer complètement, non à la guerre. Il faut lire l'article du chef d'état-major des armées. Je suis ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. J'ai fait beaucoup de conférences à l'école militaire. Je vous garantis que lorsque je leur parle comme je vous parle, ils sont encore plus nets que moi. Ils me disent, on ne va pas gagner cette guerre en 8 jours. La guerre, ça va être long. Ceux qui promettent la paix pour demain en disant on va reprendre Mossoul demain, ils se trompent lourdement. C'est comme ceux qui disaient après Munich on a gagné la paix. Vous savez ce que ça a donné un an après. Mieux vaut dire, je vous promets de la sueur, du sang et des larmes, comme disait Churchill. Ces affaires du Proche-Orient, il y en aura encore pour 10 ans, pour 20 ans. N'oubliez pas, quand on a raté la paix en 2000 avec les conversations Clinton-Barak, Premier ministre d'Israël, on a perdu une chance historique extraordinaire. Assad était prêt à céder, il y avait juste un problème d'une bande de 100 mètres de largeur au bord du lac de Tibériade. On est passé à un cheveu de la paix. Comme le dit mon camarade Fabius, pas grand-chose, c'est pas l'échec du succès. Ça a été l'échec, ensuite il y a eu le général Sharon qui a mis ses bottes là sur l'esplanade de la mosquée. Depuis ce temps-là, c'est de pire en pire. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça va continuer. Simplement, Netanyahou, qui est très malin, ne dit pas un seul mot. Pas un seul mot. C'est lui qui en partie a les clés du problème. Alors, s'il y a une bêtise à ne pas faire, c'est le défilé du 11 janvier 2015 avec Netanyahou à côté du président du Niger. 8 jours plus tard, 20 églises chrétiennes incendiées à Niamey et à Agadez. 8 morts, un centre culturel français attaqué, les Français confinés chez eux par l'ambassade. Voilà le genre de bêtises qu'il ne faut pas faire. Comme le dit le président Obama, si on veut mener la guerre contre l'islam, on la perdra. Le pape François a dit à peu près pareil. Isoler l'islam violent de l'islam non violent. C'est très difficile, c'est ce qu'il faut faire. En sachant que l'armée française se bat sur 2 fronts, l'Afrique et le Proche-Orient. Discrètement, les militaires vous diront, pour nous, le plus important, c'est pas le Proche-Orient, c'est l'Afrique. Parce que le Proche-Orient, les forces, à 95%, c'est les États-Unis. L'aviation française, tout ça, même avec le porte-avions, en gros, c'est 5%. Même pas. En Afrique, on est seul. Si demain, l'armée française déplace ses troupes d'Afrique vers le Proche-Orient, c'est fini. Ça veut dire que vous avez AQMI à Bamako, AQMI à Niamey, AQMI à Ouagadougou. Vous avez vu comment ils réagissent, les soldats à Ouagadougou et à Bamako, quand il y a des attentats, ils font rien. Mais rien. Au Cappuccino, ils ont tué pendant un quart d'heure des gars, ils n'ont rien foutu. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu aller chercher les forces spéciales françaises au nord du Mali. C'est incroyable. S'il n'y avait pas ces forces-là, j'ai des anciens boursiers qui sont là-dedans, je sais de dont je parle. S'ils n'avaient pas été là, les gars du Splendide, là, ils étaient tous bousillés et fusillés. Il ne faut pas qu'on bouge de l'Afrique. Sinon, alors vous allez voir les chrétiens ce qu'ils vont prendre. Hein. Alors là, dehors les chrétiens, qu'est-ce qu'ils veulent tous? Ils veulent supprimer la présence occidentale. Ils veulent, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Afrique, supprimer l'humanitaire occidental, remplacer ça par de l'humanitaire islamiste et mettre, comme ils disent, les croisés à la porte. Voilà où on en est. Et à l'heure actuelle, nos moyens sont limités. J'ajouterai, comme l'a très bien dit le général de Villiers, article à lire absolument, ça ne sert à rien d'éradiquer la violence si on n'éradique pas les sources de la violence. Sinon, ça recommence un an plus tard. Voyez-vous. Alors, les militaires ont fait leur boulot avec l'opération Serval ou autre, les civils, c'est nul. La grande erreur qu'a fait la France en 1997. Immense erreur.
on a supprimé le service national militaire avec le service de la coopération. On avait 10 000 professeurs et instituteurs, 2 000 ingénieurs dans les anciennes colonies françaises. On avait des séminaristes qui faisaient leur service, des internes en médecine, des séminaristes qui étaient instits, qui étaient profs, partout, partout, partout. Des générations d'Africains ont été élevés comme ça. Et maintenant, on n'a plus rien. Alors, bon, on a Hollande, ça va, c'est un dur. C'est un faux mot. Bon, ben, je vais terminer là-dessus, tiens. Le 11 janvier 2013, à 19h sur France 24, on annonce les djihadistes, là, s'approchent de Mopti. Je dis à des amis, j'étais à Bomé au Bénin, je dis à des amis, dans 2 heures, l'armée française intervient. Ils me disent, comment tu le sais? Je leur dis, c'est pas complet, c'est pas difficile, il était Y4 au CIGICOP. Ceux qui ont fait leur service comprendront, CIGICOP, c'est membre supérieur, inférieur, état général, lieu, corpulence, oreille, psychisme. Y4, il est myope comme une taupe réformée. Il a fait des pieds et des mains pour être Y3 et faire son service malgré ses grosses lunettes. Il a fait son service, il est officier de réserve. Et j'ai dit à tout le monde, c'est pas un mot ça, c'est un faux mot, c'est un vrai dur. 1 heure plus tard, à cause du décalage horaire, je m'étais trompé, Serval, il intervenait. Il adore ça, chef de guerre. Enfin, il ne va pas multiplier par 10 le budget de l'armée française, sinon vos impôts, ils vont multiplier par pas mal aussi. 2 juillet, Hollande m'invite avec lui au Bénin, et il parle, je lui présente mes boursiers, etc. Et à un moment, il dit, voilà, vous savez, nous sommes très ennuyés avec tous ces conflits militaires qui sont à base d'isme violent, mais je vous promets, la France ne vous abandonnera pas. Les gens, ils se disent, oh là là, il dit ça, mais peut-être qu'il va nous abandonner. Je lui prends le micro des mains et je lui raconte l'histoire du CIGICOP. Les gars se marrent, rigolent, Hollande était tout content. Et à ce moment-là, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, ces histoires de Boko Haram, d'AQMI, de Mujahou, de Al-Qaïda, de tout ça, il n'y en a pas pour 1 an, il y en a pour 10 ans, il y en a pour 20 ans. Que ce soit au Proche-Orient ou que ce soit en Afrique, nous sommes partis pour des événements de longue durée. Il faut se préparer à des conflits de moyenne intensité et de longue durée. Bien entendu, il faut pas forcément prendre Mossoul, mais plus astucieusement faire en sorte que l'État islamique quitte Mossoul, c'est pas impossible. Ou Raqqa, il faut un peu de la ruse, des ruses de guerre, mais il faut savoir que ça va durer longtemps. Dans cette époque intermédiaire, bien sûr, nous devons, comme l'a dit le pape François, accueillir les Syriens, qu'ils soient d'ailleurs catholiques, chrétiens, yazidis, on les accueille très bien. On en accueille à Lyon, j'ai fait une conférence dans des lycées lyonnais, il y en a. Des jeunes qui sont scolarisés, on fait beaucoup pour eux, mais en même temps, on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, comme le disait Michel Rocard, et on ne doit accueillir, disait mon camarade Rocard, que celles qu'on peut efficacement soulager. C'est ce qu'il faut faire. Il faut espérer que le plus grand nombre de chrétiens restera au Proche-Orient, mais n'allons pas croire qu'en bombardant tout le monde là-bas, on va résoudre les problèmes. Sinon, on fait comme les Russes, ils bombardent tout et partout, et c'est pire que tout, puisque les djihadistes sont malins, ils ont transformé les civils en boucliers humains, de telle sorte que plus vous les bombardez, plus vous tuez des innocents. Donc ce sont des actions plus subtiles, discrètes naturellement, qui sont en cours et qui, à mon avis, pourront affaiblir beaucoup ce qu'on appelle l'État islamique. Il est déjà très affaibli, mais l'extinction de ce fléau, c'est pas pour demain, c'est pas pour cette année, il y en a encore probablement pour plusieurs années, que ce soit en Afrique, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit des chrétiens, des yazidis, des musulmans, car n'oublions pas que les premières victimes de ces islamistes sanguinaires sont d'abord des musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, ils battent tous les records de décès et personne n'en parle.
il y a eu 17 morts en janvier dernier avec Charlie Hebdo et avec l'hypermarché Cacher. En janvier 2015, il y a eu 2000 morts au Nigeria. 150 fois plus. C'est quand même terrible. Bon, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Excusez-moi, mais je préfère être du côté de Churchill que du côté de Chamberlain et de Daladier en 1938. Voilà. Merci. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Monsieur Audon-Vallée, pour cette riche présentation. Vous me pardonnerez de ne vous avoir pas présenté, mais je pense que le public vous connaît votre œuvre, votre biographie. Je vais donc tout de suite, pour gagner du temps, parce que j'ai appris qu'il y a déjà des questions qui circulent, donc donner le plus de temps possible à un échange. Monseigneur, c'est à vous. Vous voulez prendre tout de suite ? Comme vous voulez. Je crois que nous sommes tellement impressionnés par le discours que nous venons d'entendre qu'il faut que je sois bref pour que vous ayez beaucoup de temps pour les questions. Donc, au lieu de faire de la géopolitique, je vais dire des faits très, très touchants, très réconfortants que nous avons vécu ici. Donc, ça commence effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Doyen, à une session qui a lieu ici en mars 2014 sur les chrétiens d'Orient et l'islam. Sujet très délicat. Et donc, les organisateurs de ce colloque, de la faculté de théologie, demandent si on peut inviter le patriarche de Constantinople, Bartholoméos, qui dit non. Tout d'un coup, il me téléphone en disant, on a le patriarche chaldéen, Raphaël Sacco, que je ne connaissais pas, et qui venait d'être élu, d'ailleurs, patriarche de Bagdad. Est-ce que vous acceptez de le loger à l'évêché? Volontiers. Et en plus de venir ici l'écouter, nous assistons à une conférence ici, assez émouvante, sur la place des chrétiens en Irak. Donc il y a 3 gros blocs, les Kurdes, les chiites et les sunnites, et 2-3% de chrétiens, pas plus. Et en fait, il dit, nous n'avons aucun pouvoir, nous représentons peu de choses, mais nous sommes considérés, toujours, dans l'histoire de ce pays, et peut-être nous sommes la chance pour que dans ce pays on puisse vivre ensemble, étant donné la gravité des conflits qui opposent ces 3 communautés les unes aux autres. Et donc nous devons rester à cet endroit. Donc c'est un exposé assez intéressant, relativement difficile d'ailleurs aussi à écouter et comprendre. Et puis voilà, et moi j'ai l'occasion de converser fraternellement avec lui quand il est à l'évêché, le matin dans notre temps de prière et du petit déjeuner, et le soir quand il rentre. Ce qui fait que quand les événements de Mossoul arrivent, nous sommes donc le 10 juin 2014, la ville de Mossoul tombe en une demi-journée. Voilà. Comment c'est possible? C'est une ville de 2 millions d'habitants, très bien défendue par l'armée irakienne. Comment tombe-t-elle en une demi-journée? Donc là, il y a des explications par derrière. Et finalement, j'appelle le patriarche. Je l'attrape aux États-Unis. Et je dis, vous savez, quand votre pays est à feu et à sang, il faut rentrer chez vous tout de suite, quoi. Il me dit, oui, je sais bien. J'ai même convoqué un synode. J'arrive à Bagdad dans 2-3 jours. Et c'est très, très grave. Évidemment, c'est la seconde ville du pays qui venait de tomber. Les chrétiens partent, les chrétiens reviennent, ils ont peur, puis finalement quand même ils reviennent à Mossoul. Donc il fait son synode, et puis je l'appelle tous les 3-4 jours, voilà. Et vers le début du mois de juillet, je lui dis, en fait j'ai envie d'aller vous voir. Et alors là il me dit, c'est ça aussi qui m'a fait beaucoup de peine, il me dit, mais jamais personne ne vient nous voir, vous imaginez pas la joie que ça nous ferait. Le dernier cardinal qui est venu ici, c'est le cardinal Etchegaray. Il avait été envoyé par Jean-Paul II au moment de la guerre en 2003 pour essayer de dissuader Saddam Hussein de faire la guerre, comme il en avait envoyé un autre, le cardinal Lagui, auprès de Bush, qui ne l'avait même pas reçu d'ailleurs. Et donc, après, Saddam Hussein est mort. Les Américains sont venus, les Américains sont repartis. Nous n'avons jamais eu la visite de personne. Alors je préviens immédiatement le pape de cela, en disant quand même, là, il y a un oubli très grave. Enfin, que s'est-il passé, quoi? Et finalement, ce voyage a lieu. Et donc, j'appelle le pape qui me dit, très bien, on est très content si tu y vas. Le président de la conférence des évêques, il dit, tu représenteras aussi l'Église de France. Je pars avec Monseigneur Dubost et Monseigneur Pascal Golnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient. Et c'est un voyage de 4 jours, les 4 derniers jours de juillet. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé l'expulsion du 17 au 18 juillet. Donc le 17 juillet à midi, on entend dans toutes les mosquées de Mossoul, demain, plus un seul chrétien dans Mossoul. Ce que Mme Bocard a évoqué tout à l'heure. Et alors là, évidemment, il y a eu une extraordinaire violence. Vous avez dit votre admiration pour eux. Aucun n'a renié sa foi.
Ils sont tous partis en emportant rien. Et ceux qui avaient entassé les choses dans leur voiture, il y avait des checkpoints à la sortie de la ville. Et donc, vous sortez de votre voiture, vous donnez les clés, vous videz vos poches, n'ont tué personne, et vous partez à pied. Et des voitures sont venues les chercher. Et alors je dis au patriarche, si c'est possible, quand nous allons aller là-bas, nous allons rencontrer surtout ces populations et leur demander qu'elles racontent. Et alors nous envoyons des groupes de 20 dans une salle de classe, de 100 dans une église, de 1000 dans une cathédrale. La plus grande église du Proche-Orient, paraît-il, c'est Karakosh, donc énorme église. Et donc là, ils nous accueillent très bien, des chants, une belle messe dans la cathédrale d'Erbil, des témoignages tout simples, une visite auprès des malades. Et ils nous racontent tous la façon dont ça s'est passé. Donc nous entendons 200 fois la même histoire, toujours différente, selon la maladie d'une grand-mère, les difficultés à propos d'un enfant, une toute jeune mariée du matin qui est expulsée l'après-midi, qui arrive par retrouver son nouveau mari, etc. Enfin, beaucoup d'histoires très émouvantes et personnelles. Un temps de prière, le patriarche explique pourquoi il se bat pour eux et comment il fait à Bruxelles, dans différentes capitales, mais aussi chez les Kurdes, à Erbil et au gouvernement de Bagdad. Et puis finalement, cette idée me vient, puisqu'ils souffrent, faisons donc un jumelage. Voilà. Et donc on décide de faire un jumelage entre Lyon et Mossoul à la fin juillet, jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux. Tous les chrétiens expulsés de Mossoul. Je m'engage à prendre le Notre Père en chaldéen, comme ils l'ont chanté. Et de fait, j'essaie d'être fidèle à cette promesse, de le dire tous les jours, et beaucoup d'autres s'unissent à moi pour cela, ce qui, d'une certaine manière, les touche aussi. Et puis après, ce jumelage ici prend corps. À peine je suis rentré, Alain Mérieux m'appelle et il me dit « Ça me touche beaucoup, venez me voir tout de suite ». Alors je suis allé, c'est là que j'ai fait la connaissance de Kélil. Et c'était très émouvant. Et il dit « Bon, que faut-il que nous fassions? Dans quelle direction aller ?» Premièrement, parer au matériel, évidemment. Donc immédiatement, on s'occupe des logements, de la nourriture. En fait, les gens sont très généreux, quoi. Voilà. Et ça, c'est très beau. Et il y a un très bel élan de solidarité qui a lieu. Mais moi, je ne veux pas que ce soit seulement un jumelage matériel. Bien sûr, il faut s'occuper du logement. Déjà, les familles nous avaient dit « Attention, l'hiver va arriver vite. » Donc il faut qu'on puisse être logé. Alors c'est sommaire, mais c'est digne. Et au moins on a fait attention à eux. La nourriture ne manquera pas. Alain Mérieux s'occupe beaucoup des médicaments, parce que tous les médicaments vont à l'armée irakienne. Et puis il y a des aides qui viennent de partout. Mais il me semble très important que ce soit aussi un jumelage, comment vous dire, fraternel, de solidarité et d'amitié, de lien entre différentes familles, qu'on échange les prénoms par mail, qu'on ait des photos, qu'on fête des anniversaires, qu'il y ait des liens comme ce repas partagé chez eux dont vous nous avez montré la photo. Alors là, ce sont vraiment des moments où nous sommes dans une famille, et spirituelle. Donc beaucoup de familles s'engagent à dire une dizaine du chapelet, à prendre un temps de prière chaque jour, en union avec une famille irakienne, en union avec les chrétiens d'Irak, avec les chrétiens chassés de Mossoul. Un jumelage complet, matériel, fraternel et aussi spirituel. Ça me semble quelque chose d'important. Il est vécu, intensément vécu. Vous avez évoqué ce dîner extraordinaire du 2 octobre dans les jardins de l'archevêché organisé par Étienne et la Fondation Saint-Irénée. C'était assez extraordinaire finalement. Il y avait 800 personnes qui étaient là, un seul plat, tout préparé par les Irakiens. On était allé voir les grands cuisiniers de Lyon pour demander qu'ils nous offrent le dessert, ce qu'ils avaient fait très généreusement. Et beau discours. Et du maire, et de M. Kéran, et du patriarche, etc. Et le patriarche me dit, je vais souvent à Bruxelles, en Allemagne, et je suis bien reçu, des fois je ressors avec un gros chèque même. Mais il n'y a qu'en France que je sens cette solidarité, cette fraternité, cet attachement, cette proximité. Et le jumelage se développe. Entre-temps, ce qui m'a touché, c'est la belle réaction de la France. En fait, Karakosh tombe dans la nuit du 6 au 7. Je vois encore un SMS qui arrive à 2h du matin sur mon téléphone en disant « Ça y est, ça commence à bombarder à Karakosh, on s'en va ». Nos amis les prêtres dominicains qui étaient à Karakosh cette nuit-là. Et finalement, ils sont partis et la ville de Karakosh, où il y avait déjà beaucoup de réfugiés venus de Mossoul, doivent abandonner Karakosh. Et la situation s'aggrave, évidemment. Ça n'empêche pas le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, d'atterrir le 9 août. Le président de la République de venir le 14 septembre, et le patriarche était très touché.
Il vient le saluer, puis il change l'horaire de la journée en disant « Je veux aller voir le patriarche chez lui ». Et il va voir le patriarche chez lui pour lui dire « Vous pouvez compter sur notre soutien ». Là-dessus vient cette idée un peu folle à laquelle ont participé beaucoup d'entre vous, d'aller vivre le 8 décembre à Erbil. Mais j'ai dit non, moi le 8 décembre je suis obligé d'être à Lyon. Rassurez-vous, on y a pensé, me répondent-ils. Et donc on ira là-bas le 6 et le 7. On vivra à Erbil la fête du 8 décembre et la grande procession. Vous en avez vu les photos. Et vous pourrez être de retour dans la nuit du 7 au 8, très frais le 9 bien sûr, à Lyon. Et c'était magnifique. Là-dessus, j'envoie un mail au pape et je lui dis, écoutez, notre avion va partir le 5 après-midi de Lyon, il va faire un crochet à Rome, vous allez monter dans l'avion et on va vous emmener à Erbil. Si par extraordinaire c'était tout à fait impossible, vous êtes obligé de faire un message télévisé. Il a été très beau joueur et le lendemain on avait un message de l'Observatoire, non, de Radio Vatican qui disait le pape nous a dit qu'il fallait faire un enregistrement, expliquez-nous un peu ce que c'est. Le mardi soir, l'enregistrement a été fait, il a pu être sous-titré et donc on a vu sur 2 écrans géants dans Erbil le visage du pape qui quittait ses papiers et les regardait en face, parlant en italien, et c'était sous-titré en arabe. Ce qui fait que les seuls qui ne comprenaient pas, c'est les Français qui ne savaient pas l'italien ou l'arabe. Mais enfin, pour les destinataires, en tout cas, c'était un très très beau cadeau. Et la dernière fois quand nous y sommes retournés avec Madame Mérieux pour l'inauguration de l'école Saint-Irénée, inaugurée le 28 juin pour la fête de Saint-Irénée. Et le moral avait beaucoup baissé. Parce qu'il s'apercevrait que ça va durer. C'est le point sur lequel vous avez le plus insisté. Et ça, c'est vraiment leur très très grande épreuve. Alors, à ce moment-là, je pense que quelle peut être notre aide? La même. Matérielle, toujours pour ce qui est nécessaire. Amicale et fraternelle, c'est le plus difficile. Et c'est vraiment une chose sur laquelle je lance un appel très fort. Les liens personnels sont toujours, et amicaux, toujours ce qu'il y a de plus précieux pour pouvoir vivre dans l'épreuve. Ils ne sont pas forcément faciles à tenir. Et l'engagement spirituel aussi. Quand nous sommes retournés la dernière fois, nous nous sommes dit maintenant, il faut aussi arriver à leur donner du travail, pour qu'ils produisent quelque chose, pour que nous puissions le vendre et pour que par ce travail, par un salaire, ils arrivent à retrouver leur dignité. C'est notre combat actuel, espérons que nous allons réussir à le vivre. Alors pour donner la parole à tout le monde, et surtout à M. Vallée quand il répondra, je voudrais simplement signaler 2 autres petits rendez-vous. Donc il y a une délégation du diocèse de Lyon qui part, je crois, dans 15 jours à Erbil, mais j'ai invité le patriarche. Je peux dire que le Seigneur a établi entre nous une vraie amitié fraternelle, très simple, très directe. Vous voyez, vous parliez de ces divisions terribles de toutes les églises, et lui il a dit, mais moi je m'en fiche de la division entre les orthodoxes et les catholiques. Je suis heureux de vous dire ça, puisque nous sommes en plein dans la semaine de l'unité. Alors on va faire une église d'Orient, et puis c'est fini ces distinctions-là. Nous sommes des disciples du Christ. Alors orthodoxes ou catholiques, nous sommes des chrétiens. Il faut que nous nous présentions comme chrétiens. Je trouve ça très beau. Je ne sais pas s'il va arriver au but. Il dit, moi je renonce à ma charge tout de suite, et c'est un autre qui est le patriarche. Ça m'est égal. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous soyons présentés dans notre unité comme disciples du Christ à l'intérieur de ce pays. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite, comme nous sommes dans une période de jumelage, d'anniversaire de jumelage, donc je me suis aperçu par notre jumelage avec Coupéla, le diocèse de Lyon vit le plus ancien jumelage interdiocésain au monde entre Lyon et Coupéla. C'est une décision du cardinal Gerlier. Il fête cette année le 60e anniversaire. Mais vu ce qui s'est passé de dramatique l'année dernière à Niamey, j'étais en contact avec Michel Kartategui, l'archevêque de Niamey alors, qui est des missions africaines de Lyon, et que donc on connaît très bien ici aussi. Il m'a dit, j'ai réussi à sauver juste la cathédrale parce que j'ai foncé chez le président de la République en disant, mettez des troupes autour de la cathédrale, sinon ils vont la brûler comme ils ont brûlé toutes les autres églises. Et c'est la seule église qu'il a réussi à sauver dans Niamey. Puis faites quelque chose pour nous. Nous sommes le seul pays d'Afrique où jamais aucun pape ne soit venu. Jean-Paul II est allé dans tous les pays, jamais chez nous. Or, Niamey, c'est vraiment sur le chemin de Ouagadougou. Donc je suis heureux de faire cet arrêt avant d'y aller pour notre 60e anniversaire. Ils viendront tous, nos jumeaux. d'Antélias. Le cardinal de Courtrai avait fait un jumelage avec Antélias il y a 25 ans, en plein dans la guerre. Et c'est pour une raison triste que moi j'ai fait aussi celui de Mossoul. Mais c'était une raison très joyeuse pour laquelle le cardinal Gerlier avait fait celle de ce jumelage de Coupéla. Et voilà comment je voudrais qu'on donne ce témoignage d'une église qui est véritablement une. Voilà.
Voilà, je m'arrête ici dans ce témoignage et je souhaite que nous ayons maintenant un beau temps d'échange si c'est possible. Qui veut poser une première question? Allez-y, monsieur. Vous aurez un micro, là. Je m'appelle Somborn. J'ai trouvé tout ce que vous avez dit, cher monsieur, très intéressant, mais très pessimiste. Et vous nous dites le temps, il faut avoir le temps, le temps, le temps. Malheureusement, je pense que nous avons affaire à des hommes déterminés qui veulent une seule et unique chose, c'est mettre en place un État islamique qui soit plus large encore ce que nous pensons. Et vous parlez de l'armée française. En arabe, on appelle ça une armée de mesquines. Il y a très très peu de moyens. Et je pense que nous avons très peu de temps. Est-ce qu'il y a une solution locale qui peut être prise? La solution politique ne peut résoudre le problème. Donc il appartient donc aux États du Moyen-Orient de régler ce problème le plus rapidement possible et de faire pression peut-être, vous qui êtes plus érudit que moi, faire une pression sur tous ces pays, y compris avec la Russie, y compris avec la Syrie de Saddam, de monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? Assad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que j'ai un beau-frère qui est syrien d'Alep. Les chrétiens et catholiques, apostoliques et romains, les Syriens catholiques d'Alep, il n'y en a plus beaucoup. Merci. Alors, d'abord sur le temps, premier point, le temps. Le 2 août 1914, on croyait que les soldats seraient de retour pour Noël. Ça a duré 4 ans. En septembre 1939, quand Hitler a déclenché l'offensive du 10 mai 1940, beaucoup pensaient qu'en un mois, ça serait réglé, que la France allait capituler, ce qui fut le cas, et que l'Angleterre allait capituler, ce qui ne fut pas le cas. Jamais dans l'histoire du monde, autant d'hommes ont dû autant à si peu de gens. Et ça a duré 6 ans, la guerre. Ne nous faisons aucune illusion. Ça va durer longtemps. Mais nous pouvons agir pour que les souffrances des populations soient le moins graves possible. Mais si on veut aller très très vite, on va bombarder aveuglément. Relisez ce que dit le général De Villiers dans Le Monde, et on va faire des dizaines de milliers de morts. Les Américains peuvent reprendre Mossoul en 24 heures, puisque Mossoul, comme l'a très bien dit le cardinal, est tombé en 24 heures, ça peut se reprendre en 24 heures. Qu'est-ce qu'il y aura sous les ruines? Des cadavres. Et si vous croyez que les Américains vont envoyer leurs boys par milliers reprendre Mossoul, il n'en est évidemment pas question. Quelques forces spéciales un peu déguisées, et c'est tout. Vous voyez le problème. Alors, il faut agir. On agit, on a affaibli l'État islamique. Mais croire que l'État islamique va capituler demain, c'est commettre l'erreur gigantesque des Allemands en juin 1940, qui ont cru qu'en un mois, ils allaient mettre à genoux l'Angleterre. Voyez, il faut, comme l'a très bien dit le cardinal, ne jamais sous-estimer l'adversaire. C'est le pire qu'on puisse faire, c'est sous-estimer l'adversaire. Bon. Sur le plan politique, je crois que vous avez tout à fait raison, et je pense que l'effort militaire, comme l'a dit le général De Villiers, doit se concilier avec un effort politique. Mais lequel? Tocqueville disait « Une idée simple mais fausse l'emportera toujours dans l'opinion sur une idée juste mais complexe. » C'est une affaire complexe. Je vous l'ai dit, il y a des éléments qui remontent à la bataille de la Somme, au traité de Sèvres. Tout ça, c'est compliqué. Il faudra du politique. Le politique, c'est lent. Ça passe souvent par l'ONU. L'ONU, elle est lente. Chacun le sait. Alors, le jeune Trésor Digny, 11 ans en 5e, meilleur élève du collège de Tchaourou au Bénin, m'avait nommé à 11 ans
il m'avait nommé ministre des Affaires compliquées. Et il m'avait dit, Monsieur Vallée, voyez, l'éducation, c'est compliqué. Il avait tout compris. Il avait compris que les solutions simplistes, les yaka, c'est toujours voué à l'échec. Il se débrouille pas mal puisqu'il est Louis le Grand, premier de sa classe. Et comme il est amateur un peu spécial, il a 20,75 sur 20 en maths. Mais je pense que d'abord, il avait compris déjà à 11 ans que la solution simpliste mène toujours à l'échec. Donc il faut combiner des efforts militaires, des efforts politiques et des efforts humanitaires. À ce sujet-là, je voudrais dire mon admiration pour les Italiens, les Allemands et les Français, dont beaucoup sont chrétiens mais pas tous, qui accueillent avec beaucoup de générosité nos amis chassés de Syrie, d'Irak ou d'ailleurs. Alors je pense que le cardinal Barbarin, on a déjà touché un mot au pape. J'espère que le Saint-Père viendra vous voir à Lyon et nous voir à Paris. Mais le pape François a un petit défaut quand même qui est celui du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il a le remerciement rare. Vous savez que De Gaulle ne remerciait jamais les gens. Il disait, mais ils n'ont fait que leur devoir. Ouais, ils ont résisté, ils ont été torturés par la Gestapo, ils ont été en camp de concentration. Moi, j'avais un oncle comme ça. Il était voir De Gaulle. De Gaulle lui a pas dit merci. Ce que vous avez fait, c'est votre devoir. Quoi. Je pense que le pape François, il est un peu comme ça. Il pense qu'on a fait notre devoir. Mais quand je vois ce que vous faites à Lyon, ce que nous faisons à Paris, ce qu'ils font en Italie, ce qu'ils font en Sicile, ce qu'ils font à Lampedusa, je vous assure que les habitants de Lampedusa, ce sont des héros. Moi, je connais des élèves du lycée Fénelon à Paris qui sont allés à Lampedusa, des élèves de prépa, qui ont été admiratifs devant ce qu'ils font. Et plus fort que ça, en Sicile, le pays de la mafia, eh bien, il y a des Siciliens aisés qui se sont cotisés pour payer une tombe décente à des gens qui s'étaient noyés en Méditerranée. Je pense qu'il y a beaucoup plus de générosité, de dévouement que l'on croit en Europe. Et je pense que nous devons continuer à agir au maximum parce que ça ne va pas s'arrêter demain. C'est-à-dire que l'effort qui est entrepris pour accueillir les uns et les autres, il faut se placer dans le moyen terme. Il faut se préparer à ce que ça dure longtemps. C'est pas facile d'intégrer des populations, c'est pas facile d'accueillir des gens qui ne parlent pas un mot de français, c'est pas facile d'accueillir des gens qui n'ont jamais étudié nos matières. Quand vous êtes avocat syrien de 45 ans, si vous parlez pas le français, de toute façon, vous n'avez pas étudié le droit français. C'est compliqué tout ça. Mieux vaut être très jeune, 12 ans, 15 ans. J'en ai vu dans des lycées de Lyon. Je vous assure que ce qui se fait pour ces gens est admirable. Et il faut remercier les Lyonnais, les Parisiens, les Strasbourgeois. J'espère que le pape François va venir bientôt les remercier. En cette année de miséricorde, les Français, les Italiens, les Allemands et d'autres sont miséricordieux. Simplement, tout a des limites. Et si le flux de réfugiés, à cause de ce qui se passe là-bas, est trop important, la prochaine présidente de la République, vous la connaissez. Et vous savez très bien que c'est pareil dans les pays nordiques. Vous savez très bien que la montée de l'extrême droite est partout présente, que la montée du racisme est partout présente, et que si le flux est trop important, désormais la générosité des Européens va faire place à un réalisme qui sera le refus de l'autre, qu'il soit arabe, qu'il soit black, beurre, qu'il soit chrétien, musulman. Il vient d'ailleurs qui rentre de là où il vient. C'est un risque majeur dont il faut bien avoir conscience. Nous avons en Europe partout des élections dans les 2 ans à venir qui vont être très, très, très importantes. Cela rappelle-t-il les années 30, peut-être ? Alors, j'ai une bonne question. Est-ce que ça rappelle les années 30 ? Quand même pas tout à fait, heureusement. Sachons raison garder, mais
un peu quand même, vu notre situation économique et sociale. J'avais visité une exposition au Reichstag il y a une vingtaine d'années, et un vieux guide qui avait connu les années 30 m'avait dit, voyez monsieur Vallée, on a tué 6 millions de juifs, il y avait 6 millions de chômeurs. Voyez, dans notre situation économique et sociale, en plus les étrangers qui arrivent, il y en a qui vont dire ils volent le travail des Français, ils volent le travail des Allemands, des Italiens, des Finlandais, des Suédois, des Danois. Et puis ça c'est un point. Un deuxième point, il faut respecter les religions. J'avais dit lors des caricatures de 2005 au Danemark, la prochaine fois il y aura des morts. La prochaine fois c'était Charlie. J'adorais Cabuche, je le connaissais personnellement, c'est très triste ce qui s'est passé. Mais comme l'a dit le président Obama, il faut respecter les religions. Il n'est pas venu à Paris le 11 janvier. Le vice-président Biden n'est pas venu. John Kerry est venu avec 8 jours de retard. Il n'était pas d'accord avec l'organisation du 11 janvier. Quant au pape François, il l'a dit également à maintes reprises. Oui, il faut respecter la liberté d'expression, mais il faut respecter la religion, les religions et toutes les religions. Toutes les religions. Je suis Samir Bajali, je suis journaliste syrien et actuellement étudiant à l'IDHL en master des droits de l'homme. Ma question, c'est pour M. Vallée. Je voulais rester dans la démarche politique actuellement suivie pour résoudre la crise syrienne. Et ma question, c'est sur la fameuse résolution du Conseil de sécurité, le 2254. Vous avez abordé lors de votre présentation l'erreur commise par les Européens quand ils ont créé les quatre États actuels dans la Syrie, le vent, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que le fait d'insister à garder cette nation, malgré tout l'impossibilité de cohabitation entre les composantes de la population actuelle en Syrie, ou d'ailleurs quand même en Irak, est-ce que vous pensez que le fait d'inciter à garder cette nation, c'est une autre erreur quand on répète l'erreur historique, sachant qu'aujourd'hui, si on parle sur les acteurs géopolitiques actifs dans la guerre, on parle sur 4 acteurs au moins qui peuvent plus s'entendre ensemble, et chaque acteur militaire qui représente une partie de la population. Merci. Alors d'abord, pour ce qui concerne la Syrie, les frontières sont arbitraires. Toutes les frontières de la planète sont arbitraires. La frontière entre la France et la Belgique, c'est n'importe quoi. Ça passe au milieu des prairies. D'un côté, les vaches sont françaises, de l'autre, elles sont belges. C'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit des guerres de Louis XIV. Donc, on ne peut pas non plus accuser la France d'avoir commis des erreurs. Est-ce que nous aurions mieux fait que nos prédécesseurs il y a 100 ans? Peut-être pas. On sortait d'une guerre épouvantable qui avait tué 1 400 000 Français. On s'est trouvé devant une situation incroyablement complexe. Celui qui avait tout compris, c'est Général de Gaulle. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Mon dernier point, je voudrais dire mon modèle vis-à-vis des musulmans, c'est le maréchal Lyautey. Il a été au Maroc, ça n'a pas empêché de faire la guerre, il a été exemplaire à l'égard des musulmans. Il avait pris un décret qui interdisait l'accès des mosquées aux non-musulmans parce que certains Européens arrivaient avec leurs chaussures dans les mosquées. Il a toujours eu une grande délicatesse à l'égard du musulman. Il a pris un décret et ce décret est toujours en vigueur. Il a été intégré dans le droit marocain. Bon, je me tais, je voudrais surtout que vous posiez des questions au cardinal Barbarin qui a sûrement des choses passionnantes à vous dire. Pas du tout, sauf juste une addition, c'est qu'on peut quand même visiter la mosquée de Casablanca. Oui, mais certains jours et certaines heures. La grande mosquée, c'est tout. Hein. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai visité. Ouais. Oui. Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup attirés par le djihadisme contemporain. En fait,
Ils sont surtout des déracinés de la mondialisation. Ils se nourrissent en fait du vide de notre Occident. Et beaucoup de jeunes partent là-bas. Je voulais vous demander ce que vous proposiez pour éviter ces départs aujourd'hui. Franchement, je l'avais dit déjà il y a 10 ans, une émission Mots croisés avec Arlette Chabot. Il y avait eu un attentat, 20 morts à Marrakech. J'avais dit, si j'avais 16 ans ou 20 ans à Marrakech, je serais prostituée ou terroriste. Parce qu'il n'y a aucun travail, il n'y a aucun avenir pour ces jeunes. Je sors du studio, je vois un gars me foncer dessus à moto, avec son casque, j'ai dit, il va me tuer. Non, il lève son casque et me dit, merci monsieur Vallée. Je suis de Marrakech. Je sais que les jeunes n'ont pas d'avenir. Je sais qu'ils ont au chômage. Enfin, vous avez osé dire ça. Et pendant un mois, les jeunes Marocains à Paris m'ont dit rigoureusement pareil. J'ai dit au chef d'état-major particulier du président de la République, si j'étais au Nigeria, peut-être que je serais à Boko Haram. Parce que quand vous avez aucune chance d'avenir, quand vous n'avez pas de possibilité d'étudier, quand il y a 70% de taux d'échec au bac, quand il y a 80% de chômeurs chez ceux qui ont fait des études supérieures, c'est terrible. Et reste le pire, pour des garçons, excusez-moi mesdames, comme ils disent en Afrique, pas de fric, pas de filles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les filles. Ils les marient de force ou ils les exploitent. Parce qu'ils disent, nous on n'a pas de fric, on n'a pas de filles. Et les gens qui nous gouvernent, ils ont plusieurs voitures, ils ont des tas de filles, ils ont des tas... Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Oui, comme l'a dit le général de Villiers encore une fois, il a tout compris lui. Il a dit, oui, il faut lutter contre la violence, mais il faut d'abord s'attaquer aux causes, aux sources de la violence, il a dit. On peut gagner une guerre et perdre la paix. Gagner la guerre, ça prendra peut-être 5 ans, mais gagner la paix, ça prendra 20 ans ou 30 ans au minimum. Alors j'ajouterai, pour la radicalisation, vous le savez que malheureusement, une des sources de radicalisation, c'est la prison. En France, en Europe, en Afrique. C'est incontestable. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Rien. Je vais à Porto Novo, je suis incarcéré 6 fois par an, car je vais 6 dimanches par an. Il y a un culte catholique, malheureusement, bon, le prêtre ne fait pas grand-chose, et puis à l'église méthodiste, j'ai une assistante sociale, on y va, et on s'occupe des mineurs et des femmes. Personne ne fait rien pour eux ou pour elles. Aucune ONG ne fait rien. Les mineurs, ils sont 15 dans 10 mètres carrés. Autant vous dire que c'est une proie pour ceux qui voudraient prêcher le djihad. Alors on a fait une bibliothèque dans la prison, ça les détend. Les hommes, même plus âgés, peuvent lire, peuvent un peu se cultiver. On a fait une action d'alphabétisation des mineurs. On leur donne des livres de classe pour qu'ils puissent préparer le BEPC. Les femmes, on leur donne du travail. Elles font des petits sacs très jolis qu'elles vendent. Ça leur fait un peu d'argent. J'ai fait sortir 9 mineurs de là. On leur donne une tenue correcte. Ils avaient des haillons, des produits d'hygiène. On leur a même donné, tenez-vous bien, des tenues de football. Ils adorent ça. Pas de l'OL, mais de PSG ou de Arsenal. Qui coûte 130. On n'en a pas trouvé d'OL, sinon on l'aurait donné. Mais ça coûte 130 € ici, ça coûte 5 € là-bas. Et on s'aperçoit que l'ambiance s'améliore, qu'ils étudient, qu'ils ne pensent pas du tout à se radicaliser parce que enfin on s'occupe d'eux. Mais si vous saviez le travail qu'il y a à faire, et là je crois qu'il faut saluer éminence le travail que font les aumôneries de prison. Moi j'ai un de mes béninois à Paris qui vient chanter la messe à Fleury-Mérogis au quartier des mineurs et au quartier des femmes avec la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Il y a un travail très bien qui se fait, voyez-vous. Mais à l'heure actuelle, je pense que la radicalisation en prison, c'est une des sources du drame que nous connaissons. Et je crois que vous avez raison de poser la question. Il faut vraiment travailler là-dessus à fond. Merci. Éminence, car Monsieur Vallée, vous avez insisté sur le fait qu'il ne fallait jamais sous-estimer l'adversaire.
Mais j'ai une question corollaire. Ne faudrait-il pas beaucoup mieux comprendre l'adversaire, qui il est? Les travaux universitaires sont-ils réellement engagés sur cette question? Qui sont les personnages? Quels sont leurs ressorts intellectuels? Quelles sont leurs racines culturelles, etc. On a l'impression qu'on parle de cet islamisme radical sans connaître vraiment les acteurs et leurs ressorts. Je comprends très bien le sens de votre question. Je pense que sur les études, il y a eu d'énormes progrès. J'en parle souvent avec mon ami Malek Chebel et puis avec un certain nombre d'islamologues comme Olivier Roy, Gilles Kepel, etc. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Qui est le domaine très difficile du dialogue interreligieux, jusqu'où, comment, en sachant que des établissements catholiques sous contrat accueillent des jeunes filles, des garçons musulmans. Dans 99% des cas, ça se passe bien, mais c'est aussi quelque chose de difficile. J'ai moi-même accueilli à l'Institut Bossuet du père Armogat un élève qui est le premier béninois à avoir fait Polytechnique. Il s'appelle Moubarak. Il était musulman. Il est arrivé à Paris en plein ramadan. Il avait peur de ne pas pouvoir faire le ramadan. J'ai demandé à mon ami, le recteur de la mosquée de Paris, qui est un ancien Wilgrand comme moi, il m'a dit, il n'y a pas de problème, il rattrapera ses jours de jeûne, les théologiens le prévoient. Tout s'est bien passé. Il a été à la fois pleinement musulman et premier polytechnicien de son pays. Mais jamais il y a eu le moindre prosélytisme, et le père Armogat, agrégé de philosophe, agrégé de lettres, normalien, rudulme, docteur, etc., en plein de trucs, l'a accueilli sans jamais le moindre prosélytisme, avec un plein respect de sa religion musulmane, ce qui n'empêche pas que le père Armogat ne met pas sa bannière dans sa poche et qu'il célèbre plusieurs fois par semaine l'office pour ceux qui le souhaitent. Et on a même vu un qui n'était pas catholique du tout, qui a perdu sa mère d'un cancer du sein. Tous les élèves sont venus le soutenir à un office célébré pour elle. Ça, c'est le vrai dialogue interreligieux. On a encore, je crois que ces questions s'adressent à M. Vallée. Quel est le rôle de la Chine ou de l'Inde? On n'en parle jamais depuis le conflit. Je lis la question. Et peut-être une deuxième. Comment composer avec le rôle ambigu, néfaste de l'Arabie Saoudite dans le Moyen-Orient et l'Afrique? La première question, la réponse est simple. Les problèmes du Proche-Orient au Moyen-Orient deviennent assez vite incompréhensibles quand on a franchi l'Indus. Les Indiens et les Chinois ont du mal à comprendre pourquoi on se bat dans ce Proche-Orient. Qu'est-ce que c'est que cette fourmilière de problèmes, cette pétaudière de conflits? Par contre, ils sont très embarrassés par un nouveau problème qui est la mer de Chine ou la mer orientale, comme disent les Vietnamiens, c'est-à-dire le risque majeur d'une guerre froide entre la Chine et tout le reste de l'Asie de l'Est pour la possession d'un certain nombre d'îles disputées entre 10 ou 12 pays. L'enjeu, c'est la liberté du commerce sur une mer qui voit passer 50% du trafic mondial. Pour le président Obama, pour John Kerry, c'est peut-être le conflit qui menace le plus. Hollande devait aller au Vietnam, il n'a pas pu y aller en partie parce qu'il y avait un vrai problème entre la France et le Vietnam à ce sujet. J'ai essayé par ses conseillers, de lui expliquer les erreurs à ne pas commettre, mais c'est le grand problème stratégique de demain, c'est la mer de Chine. Alors, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, c'est simple, c'est-à-dire que c'est forcément compliqué. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est l'un des meilleurs clients de la France en matière d'armement. N'oublions pas que tous les Émirats nous achètent beaucoup d'armes. N'oublions pas que s'ils ne le faisaient pas, on ne pourrait plus payer ces armes à l'armée française, vous le savez. Soyons justes, nous sommes juges et partis, et nous sommes alliés en Arabie sur l'ensemble du sous-continent, enfin de la péninsule arabique,
à des pays où certaines grandes fortunes ont des complicités non avouables avec des mouvements terroristes, disons-le. Bon, voilà, on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout pur. Mais si vous étiez à la place du président de la République française, l'actuel, le précédent ou le suivant, est-ce que vous feriez mieux? Pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr du tout. Pour enchaîner, monsieur, une dernière question. Comment les forces françaises peuvent-elles durer étant donné le déficit des finances, entre autres? Risque pour l'opinion publique française, point d'interrogation. Il y a un vrai problème. La France est le seul pays européen à avoir une action militaire dans certaines régions du monde, au Proche-Orient et en Afrique. L'action militaire de la France, elle rend service à toute l'Europe. Il faudrait que l'Union européenne accepte que les dépenses militaires liées à ces conflits soient en dehors de la limite des 3% de déficit du PIB. C'est indispensable. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il faut bien être conscient que ce que font les forces françaises, c'est le super maximum de ce qu'elles peuvent faire, que les 10 000 soldats à Paris, c'est peut-être pas une idée si bonne que ça. Nos soldats sont faits pour les opérations extérieures et pas pour les opérations de police. Ça rassure la population, mais c'est pas très beau. Qu'on a oublié de leur donner des primes, alors qu'en OPEX, ils ont des primes très élevées. Et que du coup, on va devoir in extremis rajouter au budget des petites primes quand même pour nos gars là qui sont dans les gares françaises un peu à rassurer la population. Tout ça a des limites. Nos soldats, l'armée française est occupée à 120%. Donc, de toute façon, on ne pourra pas faire plus. On fait déjà plus que le maximum. Croyez-moi, nous n'avons pas les moyens qu'ont les Américains, qui sont 10 à 15 fois supérieurs. Merci. Alors, oui, une toute dernière, très, très rapidement. Allez-y. Oui. Puisque vous êtes étudiant de l'IDHL. Merci. Bonsoir, je m'appelle Charlie Arnaud Enzier. Ma question s'adresse à M. Odon-Vallet. Vous avez abordé une question militaro-stratégique en proposant dans votre exposé pour la France de plutôt rediriger ses forces militaires vers l'Afrique pour protéger les populations de menaces de massacres ou d'attaques djihadistes dans la partie subsaharienne. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas que dans certains pays africains aujourd'hui, où un sentiment anti-néo-impérialiste est encore en train de renaître, que cette solution pourrait reconforter cette idée d'ingérence que les États africains ressortent aujourd'hui pour refuser l'intervention extérieure. Merci. Parfaitement raison. J'ai pas dit qu'il fallait enlever les soldats du Proche-Orient pour les mettre en Afrique. J'ai dit qu'il fallait pas ôter les soldats d'Afrique pour les mettre au Proche-Orient. Simplement, c'est pas compliqué. Regardez ce qui s'est passé à Ouaga, ce qui s'est passé à Bamako. Les soldats locaux n'ont pratiquement pas été efficaces du tout. Il a fallu faire venir in extremis des soldats français de très loin et des soldats américains pour neutraliser ces terroristes qui étaient en train de tuer tranquillement la population. Si j'étais soldat malien ou burkinabé, avec ma solde de 60 000 francs, c'est-à-dire 100 €, j'irais pas me faire tuer, ça c'est clair. Le rôle des forces françaises, c'est théoriquement de former les forces africaines. Pour l'instant, on en est loin. Vous savez, moi, quand je vais au Bénin, je transporte de l'argent, j'ai toujours 2 gendarmes béninois avec moi, qui se feraient tuer pour moi. Mais s'ils n'étaient pas là, les gendarmes, je n'irais pas. Merci beaucoup. Le temps est expiré. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. Monseigneur, merci à vous aussi.